Et si, et si on parlait de coopération? Entreprendre à plusieurs, c'est toujours un challenge, mais c'est aussi la solution pour ne pas être seul et isolé, essoré par ses clients. Alors, en collectif, on a toujours plein de questions. Comment est-ce qu'on prend les décisions? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on prospecte? Mais aussi, comment est-ce qu'on peut répartir le chiffre d'affaires et comment se payer? Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche sur cette chaîne parce que je sors, comme tu l'as vu, des vidéos de manière très 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 aléatoire. Et si la vidéo te plaît, pense à mettre un petit pouce ou à partager sur les réseaux parce que c'est une petite chaîne et il faut bien la faire connaître. Salut à toi, chère étipreneuse et étipreneur. Aujourd'hui, je suis avec Estelle et Emma qui sont entrepreneuses dans ma coopérative Oxalis. Elles sont en activité collective et justement, elles m'ont proposé de faire un podcast croisé. Et c'est avec plaisir que j'ai dit oui et reste jusqu'à la fin, je t'en parlerai justement à ce moment-là. Donc, Oxalis, c'est aussi la coopération, donc parlons-en. Bonjour Estelle et Emma, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter justement en quelques mots et surtout après nous dire ce que c'est d'une graine aux autres? Commençons par Emma. Bonjour. Du coup, je suis Emma Philippon, je suis ingénieure agronome et du coup, j'ai été la stagiaire d'Estelle. En fait, à mon stage de fin d'études, donc mon stage de fin d'école, j'ai fait mon stage dans une équipe qui s'appelle Biodiversité cultivée et recherche participative, où il y avait Estelle. Et c'est là que je suis tombée dans la marmite des semences paysannes et où je suis pas partie depuis parce que ça m'a vraiment trop plu. Et justement pour cette question de coopération, j'ai découvert un sacré monde de coopération, de collectif. Et voilà. Pour continuer, du coup, Estelle, je suis ingénieure agricole, c'est un peu comme agronome. C'est juste, c'est pas tout à fait les mêmes écoles, mais on y apprend globalement la même chose. Voilà. Et donc, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, je crois, j'ai fait mon stage de fin d'études avec la chercheuse qui gère l'équipe BCRP dont Emma a parlé, sur les semences paysannes ou plus largement la biodiversité cultivée, donc toutes les semences qui ne sont pas dans le circuit commercial classique, pour étudier comment ça se passe. Voilà, et pareil, après mon stage, je suis restée travailler avec elle à l'INRA pendant une petite quinzaine d'années. Et puis, voilà, ça s'est terminé et je me suis posé la question de ce que je faisais quand ça s'est terminé. Parce que ça s'est terminé avec un employeur où ça s'est mal passé avec mon employeur. Et je voulais tout quitter. Et puis avec Emma, on avait commencé à faire des trucs ensemble autour des semences pendant son stage et un peu après. Et en fait, voilà, pour illustrer la coopération, c'est de la coopération qu'on a eue avec Emma quand on a travaillé ensemble dans ce laboratoire de recherche qui nous a donné envie, enfin en tout cas moi, qui m'a donné envie de continuer à travailler sur ce sujet-là, des semences et de la biodiversité cultivée pour l'agroécologie. Et donc, en fait, on a décidé d'essayer de monter une activité avec les idées assez floues qu'on avait. Mais voilà. Donc, depuis 3 ans, on a commencé à voler nos propres ailes sur le même sujet. Bon, c'est cool. Alors, finalement, votre marque, c'est d'une graine aux autres. C'est quoi cette activité assez floue si vous aviez à la définir en quelques mots, mais de manière un peu moins floue peut-être pour les personnes qui nous suivent? Du coup, la baseline d'une graine aux autres, c'est cultiver la biodiversité. Et en gros, on dit qu'on accompagne le développement de la biodiversité cultivée. Alors la biodiversité cultivée, c'est un terme qui parle assez peu au final au grand public, mais en gros, ça veut dire toutes les plantes qu'on cultive à la fois pour se nourrir, mais aussi pour d'autres usages, comme des usages médicinaux, pour se loger aussi, ou pour se vêtir. En fait, on se rend compte que les plantes, on les utilise dans beaucoup de domaines qui servent aux humains, quoi. Voilà, donc en quelques mots, ce serait ça, accompagner le développement de la biodiversité cultivée, parce que elle a chuté énormément depuis l'industrialisation de l'agriculture. La FAO, donc qui est la partie des Nations Unies sur l'agriculture, elle estime qu'on a perdu 75% de cette biodiversité cultivée-là depuis les 1900. Et du coup, nous, on essaye de
participer à son redéveloppement. Et on peut peut-être dire en 3 points comment on la développe, comment on accompagne son développement. On a un point autour de la transmission, c'est-à-dire que en fait, tout ce qu'on a découvert pendant qu'on était à l'INRA, on se rend compte que peu de gens ont des connaissances en fait sur les semences paysannes, tout ça, même au niveau grand public, enfin tant au niveau professionnel finalement qu'au niveau grand public, les gens se posent pas trop la question des semences. Or, les semences, c'est la base de l'agriculture. Donc on essaye, voilà, notre première activité, c'est de transmettre des connaissances autour des semences. Et ça, on le fait de diverses manières. On a créé notre fresque des semences et de la biodiversité cultivée, qui fonctionne sur le même principe que la fresque du climat, ou enfin toutes les autres fresques qui tournent pas mal en ce moment, pour un usage soit professionnel, soit grand public. On anime un podcast, d'ailleurs, on réalise un podcast, je ne sais pas trop comment on dit, qui s'appelle Cultiver la biodiversité. Voilà, où on rencontre des acteurs qui, justement, eux, vivent avec cette biodiversité et la développent. On parle aussi, on essaie de transmettre aussi des connaissances qu'on a sur différents focus, en fait, sur ce sujet-là. Voilà, on peut intervenir pour faire des formations dans des groupes, pour des structures d'enseignement. Voilà pour la transmission. Ensuite, on a l'accompagnement en tant que tel. Et là, c'est que on accompagne des collectifs qui veulent vivre, enfin, développer eux-mêmes la biodiversité cultivée. Par exemple, on accompagne des collectifs d'agriculteurs ou de citoyens qui font de la sélection, c'est-à-dire qui créent des nouvelles variétés de plantes. On leur apprend à observer les plantes, donc on le fait avec eux, on leur transmet des connaissances qui vont avec, et ensuite ils deviennent autonomes, ils créent leurs propres plantes. Donc ça, on le fait avec plusieurs groupes. On accompagne aussi des entreprises à travers notamment des projets un peu de recherche et développement. Voilà. Et le troisième pilier de notre activité pour développer la biodiversité, c'est de la développer par nous-mêmes. Et pour ça, on fait de la sélection, c'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes des nouvelles populations de plantes pour l'agriculture bio et des systèmes alimentaires plus durables. Et donc, on travaille sur des espèces qui sont peu cultivées, parce que comme on veut redévelopper la diversité, on veut développer le fait qu'il y ait plus d'espèces déjà dans les champs. Donc, on travaille sur des espèces qu'on dit minoritaires. Et pour ça, on va rechercher dans des frigos des vieilles graines, des vieilles variétés. On les regarde, on les observe, on les décrit. Ensuite, on les mélange sur des critères que nous donnent les acteurs des filières. Donc, on fait ensemble, on fait vivre aussi la coopération dans ce travail de recherche, de sélection. Voilà. Je ne sais pas si pour tous les auditeurs ce sera clair, mais on pourra en reparler ou tu nous poseras des questions, Christophe, là-dessus. Ouais, je suis en train de noter une question. Alors, vous parlez de biodiversité pour les plantes. Je vais utiliser ce terme-là. Et du coup, est-ce que, justement, mettre en place cette biodiversité va améliorer la biodiversité du vivant, de tout ce qui est insectes, mammifères et autres? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact que ça peut avoir? Eh bien, normalement, ça va un peu ensemble, mais c'est très difficile à mesurer. Il y a une chercheuse de l'INRA à Paris qui avait fait une expérimentation là-dessus il y a plus d'une dizaine d'années, je crois, et c'est pas facile à mesurer parce que finalement, on est toujours dans des champs cultivés où c'est peut-être aussi monospécifique. Donc, sûrement, en tout cas, peut-être qu'au niveau de la diversité du sol, des micro-organismes, ça joue. Au niveau des insectes et tout, on ne sait pas. Ça va plutôt être le mode de culture qui va favoriser. Ouais, vas-y, Emma. T'inquiète. Ouais, oui, en fait, peut-être la biodiversité cultivée, on l'a pas dit, mais il y a un peu 3 piliers à cette chose. C'est la diversité des espèces, la diversité des variétés au sein des espèces. Donc, variété, c'est comme les variétés de tomates ou de pommes de terre, par exemple. Charlotte, c'est une variété de pommes de terre, quoi. Et la diversité génétique au sein des variétés, donc c'est-à-dire à quel point les individus, donc une patate à côté d'une patate, ils sont différents.
Et en fait, quand on augmente la biodiversité des espèces, comme elle disait Estelle, au sein par exemple d'une ferme, ça on montre que ça aide beaucoup la biodiversité en général. Et après, ouais, c'est plus difficile au niveau des variétés et de la diversité génétique de le montrer. Mais par exemple, le sarrasin, on se pose des questions sur est-ce que ça attirerait pas plus les abeilles quand il y a plus de diversité. Enfin voilà. Et comme disait Estelle aussi sur la diversité des micro-organismes du sol, en tout cas, on a réussi à montrer que les variétés pas modernes, donc les semences paysannes, on va dire, elles sont en capacité de interagir avec les micro-organismes qui sont les plus bénéfiques pour elles, alors que les variétés modernes, non. Donc c'est comme si elles étaient open à la totalité des micro-organismes, mais y compris ceux qui donnent des maladies, quoi. D'accord, merci. Du coup, vous avez parlé de vos trois activités. Il y en a une qui m'a interpellé, c'est la dernière, que je rapprocherai à de la recherche et développement. Je ne sais pas si j'ai bien saisi. Moi, ça m'intéresse parce que nous aussi, pour nos services en ligne, on fait de la recherche et développement. Et je me demande comment est-ce que vous arrivez à financer cette recherche-développement. Alors, est-ce que vous êtes que toutes les deux à le faire? Est-ce que vous faites appel à des tierces personnes? Est-ce que vous juste dégagez du temps pour faire cette recherche et développement? Comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, que cette troisième activité, c'est pas celle qui va vous rapporter le plus de chiffre d'affaires. Pas pour l'instant en tout cas. Mais en fait, on y réfléchit beaucoup à ce modèle économique de cette partie-là. C'est une grande question et jusqu'à cette année, on n'arrivait pas trop à se rémunérer dessus. Et en fait, du coup, on a vraiment beaucoup réfléchi et on a aussi beaucoup réfléchi pour pas tomber dans le modèle économique du système semencier actuel. Alors pour faire hyper rapide, en fait le système semencier actuel, il se base sur les royalties, donc en gros les droits de propriété intellectuelle des semences qu'il vend. Et c'est comme ça qu'en gros il rémunère la partie recherche et développement. Surtout qu'en semence, faut imaginer qu'un semencier, avant de sortir une variété, il faut entre 7 et 10 ans. Donc c'est vraiment de la recherche et développement sur le très très long terme. Et nous, c'est la même chose. On a fait les mêmes calculs et même si on fait pas du tout la même chose qu'eux, au final, c'est à peu près une dizaine d'années aussi pour qu'il y ait que nos populations, elles soient dans les champs des agriculteurs à grande échelle, on va dire. Et du coup, nous, on va faire ce qu'on appelle plutôt du pre-financing, alors ouais, si du préfinancement plutôt que du post-financement qui est du coup le principe de se rémunérer sur les royalties. Et du coup, on va proposer aux structures qui sont intéressées par nos populations de financer cette partie de recherche et développement avant, en gros, d'avoir le produit, quoi. Surtout que nos produits, ça va être des produits sans droit de propriété intellectuelle, puisque ça fait partie de nos valeurs, justement qu'une fois que les populations, donc les variétés, on va dire, même si légalement on n'a pas le droit de les appeler variétés, une fois qu'elles sont distribuées aux agriculteurs, ils peuvent. L'idée c'est qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent et que nous on touche rien une fois qu'ils les ont obtenus. Du coup, je sais pas si Estelle, tu veux compléter ou parce que ça, moi, ça Et m'amène une autre question. bah, Ok. juste peut-être pour compléter ce que dit Emma, l'idée, notre modèle de financement de cette recherche, donc nous, ce qu'on demande, en fait, enfin, notre objectif, ça serait d'arriver justement à se faire payer le travail de recherche pendant qu'on le fait et pas d'avoir un retour sur investissement plus tard pour les raisons qu'a expliqué Emma. Donc en fait, quand des structures, donc agriculteurs ou plutôt coopératives, enfin groupements d'agriculteurs et transformateurs après dans la filière sont intéressés pour qu'on fasse de la sélection avec eux, en fait, on va faire ce qu'on appelle, alors on n'a pas encore mis un mot sur ce terme, donc pour le moment, je vais utiliser un terme sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord avec Emma, c'est de la sélection à façon, c'est-à-dire qu'on va sélectionner, c'est comme un couturier, quoi. En fait, on vient le voir, on lui dit, je voudrais ça comme vêtement, quoi. Et ben nous, on va faire ça, donc à façon, et comme ça coûterait vraiment trop cher de faire complètement à façon, en fait, on demande un abonnement à notre travail de R&D
en fonction du nombre de salariés de l'entreprise. En gros, l'idée, c'est que les petites entreprises peuvent mettre un petit peu, les moyennes, moyennement, et les grosses, elles peuvent mettre plus. Et l'idée, c'est que chacun mette au pot commun pour financer une plateforme sur une espèce, donc pour financer le travail d'observation des plantes, etc. Et ensuite, plusieurs acteurs d'une même filière se mettent en commun pour faire un projet. Et là, comme on va avoir du temps de projet spécifiquement dédié à leur projet, chaque année, on va estimer le temps qu'on va y passer et on va leur faire aussi un devis du temps de travail pour leur projet. Et là, avec ce groupe projet, ils vont se séparer d'une manière qui ne nous regarde pas la somme qu'on va leur demander. Donc ça, c'est une partie abonnement pour financer le travail de routine, une partie projet pour la spécificité de la sélection pour un groupe d'acteurs. Et on essaye aussi de cofinancer un petit peu ce travail de recherche avec le reste de notre activité d'accompagnement et de sensibilisation, enfin de transmission. Mais on aimerait bien qu'il n'y ait pas ce cofinancement-là. Pour le moment, c'est le travail de transmission et d'accompagnement qui vient abonder la recherche, mais on aimerait bien que sa part diminue au profit de notre modèle coopératif pour la recherche. Ou alors peut-être augmenter vos tarifs pour justement avoir cette part-là qui soit inclue. Moi, ça m'amène la question de l'open source, surtout qu'on a fait un podcast ensemble sur le libre et l'open source. Et moi, je me dis ce que vous décrivez en fait dans votre recherche, c'est clairement ce qu'on fait en informatique avec les logiciels libres et open source, où on se met à plusieurs, en tout cas on essaye, pour développer un produit qui sera libre et potentiellement gratuit, même s'il faut des compétences pour le mettre en place. J'imagine là il faut des compétences pour utiliser les graines, mais en tout cas la partie recherche et autres, est-ce que vous le faites seul dans votre coin? Est-ce que vous avez des groupes qui font la même chose que vous? Est-ce que vous vous réunissez? Et est-ce que justement il y a un mouvement de l'open source ou du libre qui vous anime justement sur les graines? Eh bien, alors, deux choses. D'abord, est-ce qu'on le fait seul, ce travail de recherche? Non, et à deux niveaux, on ne le fait pas seul. D'abord, on a oublié de dire que toutes les plateformes, on n'en a pas des milliers non plus, mais les plateformes, donc c'est-à-dire les morceaux de champ où on observe nos plantes, ça, on les cultive et on les entretient pas que toutes les deux. On a un partenariat avec l'INRA, en fait, avec notre ancien laboratoire de recherche, parce que finalement, on continue ce qu'on a fait dans ce laboratoire-là. Et ce qu'on va créer comme nouvelles variétés vont sûrement servir ensuite à la recherche pour étudier encore plus comment ça fonctionne et ce que ça peut apporter à l'agroécologie. Donc déjà, notre travail concret, on ne le fait pas toute seule. Et ensuite, Emma, je te laisse la parole pour parler de la vision plus macro avec, par exemple, le réseau Semences Paysannes et d'autres personnes de l'écosystème Semences Libres. Oui, effectivement, en fait, l'équipe de recherche dans laquelle on travaillait, là, elle s'appelait Biodiversité cultivée et recherche participative. Et du coup, on a vraiment cet historique de travail de recherche participative. Donc, la définition de ce truc, c'est en gros de la recherche qui est faite avec tous les acteurs qui sont concernés par l'objet de recherche. Et donc en l'occurrence là, comme Estelle disait, c'est les acteurs des systèmes alimentaires. Il n'y a pas que les paysans, paysannes, même si au début c'était majoritairement ça, mais il y a aussi les moulins, si on parle de blé, les filières en général qui transforment notre nourriture et qui l'amènent jusqu'au magasin. Et même parfois même les magasins sont impliqués, genre des magasins bio par exemple. Et du coup, oui, nous, notre travail de sélection aujourd'hui, on veut aussi qu'il y ait toujours cet aspect participatif là-dedans, notamment pour le choix des critères pour fabriquer nos populations. Parce qu'en fait, nous, notre idée, c'est que on veut soutenir le déploiement de la biodiversité cultivée, la remettre dans les champs, du coup que ça arrive chez les paysans, et en fait, c'est elles et eux qui sont concernés par les besoins de culture qui vont utiliser avec ces semences, quoi. Et donc l'idée c'est que ils nous disent par exemple moi j'aurais besoin pour le blé de variétés qui soient précoces parce que avec le changement climatique si c'est trop tardif ça veut dire que mon blé il va faire ses épis pendant la sécheresse et du coup j'aurai pas de grains.
Et donc nous, on va travailler toujours en collaboration avec les membres des filières pour que justement les populations elles correspondent à leurs besoins en fait. Je sais pas si Estelle, tu veux compléter. Ben, juste peut-être pour dire ouais, qu'il y a aussi au niveau national ben, d'autres personnes qui s'intéressent à ce mouvement des semences, c'est-à-dire de créer, d'utiliser d'autres semences que celles qui sont faites par les semenciers, plutôt pour enfin, complètement pour l'agriculture conventionnelle et ah tiens, parfois il y en a qui fonctionnent bien en bio ou en agroécologie. Et donc tous ces acteurs que Emma a cités qui s'intéressent à un autre type de semences, ils sont souvent membres d'une grande association qu'on appelle le réseau Semences Paysannes en France, voilà, qui est une organisation d'organisation pour échanger ben, des connaissances, des savoir-faire, voilà, notamment tout ce qui est des connaissances au niveau juridique, parce que c'est un monde où c'est important de se poser la question de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et enfin, même nous, on n'a pas les compétences pour connaître tout ça. Donc voilà, il y a de la coopération pour que les membres participent au cofinancement justement d'une personne qui fait de la veille juridique et qui est capable de nous informer quand on a une question, quoi. Et qui crée aussi des groupes par espèce, etc., où on peut échanger euh, des savoir-faire, des connaissances pour tous progresser, tous les acteurs, et voilà, sur plein d'espèces. Bah, je mettrai le lien du réseau justement dans la Hum, description. Maintenant, on va revenir un peu à la graine, au déclic qui vous a encouragé à travailler ensemble. Donc, vous nous l'avez dit, en fait, Emma, je crois, était stagiaire de Estelle, c'est ça? Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus profondément cette rencontre? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble et pourquoi lancer une activité entrepreneuriale? Eh ben, il y a eu beaucoup de déclics. Enfin, je pense que ça a été une succession de choses qui ont fait qu'on s'est retrouvés là. Comme Estelle l'a dit à un moment, en fait, quand on a travaillé ensemble, donc moi j'ai été la stagiaire d'Estelle et après j'ai été recrutée dans cette fameuse équipe, donc on a travaillé ensemble. Et il y a eu plusieurs projets sur lesquels on a travaillé. Et notamment, moi, je me souviens d'une conclusion d'un des projets de recherche qui disait, dans ce monde des semences, il y a des nouveaux métiers à créer autour des semences, parce que quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi que c'est difficile de refaire ces semences. En gros, le système semencier a fait que les agriculteurs, ils sont plus si autonomes sur la production de semences et du coup, c'est vraiment un truc à réapprendre, ça prend du temps. Et du coup, des fois, ils n'ont pas le temps, les paysans, même si ça les passionne, de faire ce travail. Et du coup, le projet de recherche disait, il y a des nouveaux métiers à créer pour faire des populations, pour l'agroécologie et tout. Et on s'était dit, waouh, ça c'est vachement intéressant. On aimerait trop justement passer du temps à faire de la sélection et tout. Et puis par la suite, justement, il y a eu aussi une diminution du nombre de projets européens sur lesquels notre travail était financé, qui fait que finalement, moi j'ai arrêté de travailler à l'INRA. Et puis Estelle parlait aussi d'une crise sociale dans son travail, qui a fait que une des conclusions, c'était aussi qu'on voulait plus ni faire que de la recherche, ni travailler dans une asso. Alors bizarrement, enfin là, je laisserai peut-être Estelle expliquer pourquoi, parce que c'était plus ses conclusions, même si j'étais d'accord. Mais les valeurs du métier dans lequel on travaillait faisaient que on se retrouvait quand même souvent à travailler avec le milieu associatif, mais au final, des fois, on trouvait qu'il y avait aussi des dangers en termes de santé au travail, on va dire. Et notamment aussi, ce qu'on voyait, c'est que parfois, ouais, il y a un peu un côté sacerdotique quand même dans ces métiers-là. Et du coup, on avait une grosse envie de respecter la ouais, de pas se perdre aussi dans notre travail, de pas y passer trop de temps. Donc voilà, c'est plein de réalisations où on s'est rendu compte qu'on était d'accord, qui ont fait qu'on a quand même eu envie de travailler ensemble. Et il y a eu d'autres choses, mais je vais laisser Estelle aussi dire à partir de ce moment-là. Ah, ah.
Et ben, sur le plan très concret, il y a eu les semences parce qu'on a commencé à faire un petit peu de travail de sélection, de mélanger plein de semences, de les envoyer à des agriculteurs, de leur demander leur retour. Et les retours, ils étaient là, ouais, c'est chouette, ça marche, vous nous avez fait un mélange sur tel critère et ça marche, mais par contre, vous nous en avez envoyé pas assez. Du coup, on a tout mélangé avec le reste et tout s'est perdu presque. Et on s'est dit, c'est trop bête. Et on a vu que sur le plan technique, enfin scientifique, et organisationnel, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui demandaient d'autres semences, plein de diversité, et qui aimaient bien regarder chacune des semences de manière individuelle et ensuite créer des mélanges. Mais en fait, quand ils découvraient cette diversité qu'on va chercher dans les banques de graines, et ben en fait, ils ont très peu de graines. Et passer de très peu de graines à un champ, c'est hyper chronophage. Et dans une ferme, il y a quelques agriculteurs complètement barrés qui y arrivent. Et d'ailleurs, ils n'y arrivent pas tout seuls parce qu'ils ont tout un cortège de bénévoles autour ou d'organisations professionnelles qui font des projets pour les aider. Mais en fait, la plupart des agriculteurs, ça ne fonctionne pas. Et nous, on s'est dit, bah ça, nous, on sait le faire à l'INRA. Donc en fait, il y a une niche là, il y a un métier qui permettrait de faire le pont entre les banques de graines et la diversité qui est demandée par beaucoup d'agriculteurs en agroécologie, quoi. Donc, allons-y. Nous, on sait le faire, on aime le faire. Essayons de le faire. Et puis là, sont arrivées les questions de « Ok, on va le faire comment ?» Parce que dans la recherche, la recherche, elle vit de subventions publiques qu'il faut aller chercher en remplissant des dossiers de projets de subventions imbectables. C'est très compliqué et c'était lourd. Et comme disait Emma, les financements, ils commençaient vraiment à se tarir, quoi. Parce que dans le monde de la recherche, quelle que soit l'échelle, au niveau national, régional, européen, en fait, il y a un peu des modes, quoi. Et la mode des semences paysannes, elle a fonctionné à fond dans les années 2010. Et après, en fait, à partir des années 2018, 19, 20, ça a commencé à plouf, 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 à descendre parce que les financeurs disent « Non, mais c'est bon, en fait, ce sujet-là, on a financé, ça va, quoi. Enfin, vous n'avez plus besoin. » En fait, si, juste parce que, dans nos yeux, c'est une mission de service public, mais qui n'est plus assurée par le service public. Donc, on va chercher l'argent public, mais comme ce n'est pas une direction qu'ils ont, c'est plein d'antagonismes, c'est très compliqué. Et donc, avec Emma, on s'est dit, en vrai, si on veut vraiment le faire, essayons de le faire, mais autrement. Est-ce qu'on veut vivre de subventions, à écrire des projets tout le temps comme ça, à se battre Oh non, c'est pénible. Bon, quitte à le faire, autant le faire aussi en étant entrepreneur, c'est-à-dire on a des compétences, il y a des gens qui en ont besoin, vendons-les, quoi. Sauf que ce qui est compliqué, c'est que les gens qui veulent bénéficier de nos compétences, c'est pas forcément ceux qui ont les moyens pour payer. Donc, ça nous a fait réfléchir à comment on peut, comment le fruit de nos compétences, il peut arriver jusqu'à ces personnes qui en ont besoin. Et du coup, on n'a pas encore fini, je pense, d'explorer toutes les manières professionnelles qu'on a, tous les services qu'on peut vendre, ou tout ce qu'on peut vendre pour faire arriver ces semences là où on veut qu'elles arrivent. Et voilà, on a choisi l'entrepreneuriat aussi parce qu'au niveau associatif, les associations vivent aussi souvent de subventions. Et puis, pour nous, il y avait un conflit d'intérêts. C'est ce que j'ai vécu dans l'association où je travaillais après l'INRA, tout en étant intégrée dans une équipe de recherche de l'INRA. C'est qu'en fait, les salariés qui travaillent, c'est eux qui font vraiment la compétence d'une association. Mais par contre, souvent, ils sont pas au conseil d'administration. Et les vraies personnes qui sont les dirigeants, ce sont les membres du conseil d'administration. Et quand il y a des soucis, des conflits d'intérêts ou des conflits de personnes, en fait, ça peut tout remettre en cause. Et moi, c'est ce qui est arrivé. Et du coup, on se disait, mais si on crée notre activité, on ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre qui nous dirige, en fait. C'est à nous d'être dirigeantes, en fait. Donc voilà, on a voulu être les chefs de ce qu'on fait, d'être les chefs ensemble. C'est parfait, c'est un pont parfait pour ma question suivante. Du coup, j'en déduis que la coopérative, c'est la voie rêvée, puisque dans la coopérative, les travailleurs possèdent l'entreprise et prennent les décisions. Sauf que vous n'avez pas décidé de lancer une SCOP à deux. Vous avez décidé de rejoindre une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Oxalis, celle où je suis. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Oxalis ? Sur le fait de rejoindre une coopérative,
ce qui nous plaisait, ben, comme Emma l'a dit tout à l'heure, c'était en accord avec nos valeurs. Mais d'abord, sur le plan fonctionnel, créer une entreprise, ça veut dire gérer une entreprise. Et en fait, ça nous paraissait une montagne. Et on s'est dit, enfin, on a eu quelques retours aussi de quand on crée une entreprise, on passe beaucoup de temps à la gérer. Et nous, déjà, on ne sait pas faire ça. Donc, on se dit, il faudrait qu'on se forme, on va prendre du temps. Alors qu'on a des compétences à développer tout de suite. Puis, il y a une espèce d'urgence là de la situation au niveau agricole où il faut avancer. On n'a pas de temps pour gérer une entreprise. Il faut quand même qu'on gère notre activité en coopérative, mais c'est quand même très allégé. Donc on s'est dit, ben voilà, on a pensé au portage salarial et aux coopératives, et où en fait la coopérative nous apporte un service, enfin des services de gestion administrative, comptable, financière, et aussi un accompagnement humain au développement entrepreneurial. Et ça, c'est tellement précieux parce qu'en vrai, enfin, je sais pas pour toi Emma, je te laisse la parole après, mais a priori, je suis pas une entrepreneur dans l'âme, quoi. Quoique, je me découvre un peu quand même entrepreneur à force de le faire, mais ça me plaît. Mais voilà, c'est pas mon cœur de métier. Et puis Emma, je te laisse la parole si tu veux compléter. Mais oui, carrément, je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais là. En fait, on se rend compte que finalement, on devient entrepreneur et que finalement, ça va. Mais justement, c'est grâce à l'accompagnement d'Oxalis, quoi. Et cette coopération, je crois qu'elle a commencé dès le début, bah, parce que on a connu les coopératives, si je me trompe pas, via via Fanny qui est aussi à Oxalis et qui en fait juste est une voisine d'Estelle. Et vu qu'il y a aussi beaucoup de coopérations dans le village d'Estelle, et ben le bouche à oreille a bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'on a connu Oxalis, c'est le principe des CAE et ça nous a vraiment beaucoup plu. En fait, c'est un peu le même principe quand même que des fois pour certaines choses le réseau Semence Paysanne, c'est-à-dire que c'est un réseau national de plein de gens qui ont des valeurs relativement similaires quand même et qui se soutiennent. Et ça nous a aussi beaucoup plu de rencontrer des gens qui ont plein de métiers différents, mais qui adhèrent quand même à la raison d'être d'Oxalis euh, qui nous parlait, quoi. Voilà. Et du coup, ça nous a bien plu tout ça. Mm. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on est en coopérative, ça tes auditeurs doivent le savoir, Christophe, mais c'est qu'on est salarié. Mm. Et ça va avec nos valeurs enfin, sociales, c'est-à-dire qu'en fait, on paye des charges et aussi c'est sécurisant, c'est-à-dire que si notre activité, elle ne fonctionne pas, ben, comme on a quand même gagné un peu d'argent et qu'on a été salarié, on a payé des droits au chômage, donc on va en bénéficier. À la fois, on participe à cet effort national, quoi, et on a été pendant 1 an et demi, 2 ans, on a commencé à monter notre activité grâce au chômage. Donc en fait, on est contente aussi de payer des impôts, de payer des cotisations sociales pour que d'autres puissent avoir la même chance que nous et que si eh ben, notre activité ne marche pas, d'avoir une sécurité pour enfin, voilà, se retourner et changer d'option, quoi. Tout à fait, en effet, j'ai fait des épisodes où je parlais du statut précis d'entrepreneur salarié, qui est un statut hyper intéressant. Quand, quand vous êtes deux, je crois que vous êtes que deux dans votre collectif, mais quand on est en collectif à Oxalis, Oxalis nous demande de faire une charte de fonctionnement. Euh, une charte où on explique un peu comment ça se passe, etc., etc. Donc comment ça s'est passé pour vous de créer cette charte? Quel a été votre processus à toutes les deux? Et est-ce que vous avez trouvé des bénéfices justement à cette charte? Et ben, au début, je crois qu'on a un peu traîné à l'affaire et justement, l'intérêt de l'accompagnement, c'est que Cécilia, notre accompagnatrice, elle nous a relancé plusieurs fois pour nous dire, les filles, c'est important, faut faire votre charte. Et en fait, je crois on a quand même passé plusieurs mois toutes les deux, même si on faisait pas de charte, à vraiment poser les choses de l'activité. Et ça, on a vraiment vu l'utilité de ça et on imaginait beaucoup aussi sans être pessimiste mais genre qu'est-ce qu'on fait s'il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe telle ou telle chose et en fait c'était hyper rassurant de se dire ça et finalement ça nous a aidé aussi à construire la charte et genre vraiment on s'est demandé est-ce que si on arrive plus du tout à se parler parce qu'on s'est disputé super fort comment on fait? Est-ce qu'on fait appel à une médiation? Est-ce que du coup pour la propriété intellectuelle on se split les choses en deux? Enfin vraiment
réfléchi beaucoup de ces choses-là. Et aussi, on a fait aussi des visions très positives. On se projetait dans 10 ans, d'une graine aux autres, dans 10 ans, ce sera quoi? Là, t'es un jour de travail et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu vois? Enfin, on a vraiment essayé de beaucoup se projeter dans le futur, pour aussi comprendre les visions de chacune, de voir là où on se rejoignait, là où on se rejoignait pas, de comprendre sur quelles valeurs on se rejoignait pour définir justement qu'est-ce que ça allait être d'une graine aux autres. Donc je dirais qu'il y a eu la charte, mais il y a eu aussi tout le processus en parallèle de formation d'une graine aux autres qui a été important. Et au final, c'était un moment chouette et on avait le temps en fait d'une graine aux autres n'existait pas vraiment et du coup on a eu vraiment plusieurs mois où on se retrouvait presque tous les jours à faire que réfléchir à ça quoi et aussi en parallèle quand même à commencer à réfléchir à nos offres à nos formations qu'on voulait proposer et tout mais et ça c'était vraiment ouais un moment moi je m'en rappelle avec beaucoup de plaisir de ces moments-là parce que c'était très très chouette de créer cette bulle là et voilà. Est-ce que tu veux compléter? Je compléterai peut-être juste en me disant que je ne sais plus vraiment ce qu'il y a dans cette charte, mais que, en effet, le processus d'écriture de cette charte nous a permis de bien de nous poser plein de questions, tant sur le plan matériel que de la vision, des valeurs et tout ça, voilà. Et dans cette charte, oui, on a posé un petit peu aussi de la manière concrète dont on travaillait, comment on se séparait le résultat, je crois aussi, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on voulait euh, au niveau du travail, c'est-à-dire ça nous pose aussi la question de c'est quoi le travail pour nous dans la vie quoi. Emma elle disait que dans le milieu des semences là, paysannes c'est toujours un peu enfin voilà les gens c'est du militantisme très fort et du coup ça peut prendre beaucoup de place et fatiguer les gens et on était un peu fatigués je pense un peu d'avoir travaillé dans ce milieu là. Voilà. Et donc on s'est dit, ben, on veut pas ça, mais on est militante quand même. Donc comment on le formalise en fait d'un point de vue concret. Par exemple, on s'est dit une journée de travail, ça dure combien de temps? Est-ce qu'on compte nos heures? Est-ce que combien de temps on veut travailler dans l'année? Et par exemple, on ne travaille pas à 100%. Voilà. On a choisi de travailler à 80%. Pour avoir une journée dans la semaine où on fait autre chose que notre travail. Et même si on n'est pas ultra strict sur les horaires, on s'est dit globalement une journée de travail, elle dure 7,8 heures. Je crois que je viens de relire la charte. C'est pour dire pas 8 heures. Enfin, en fait, là, on s'est basé aussi sur l'association où on travaillait avant, voilà, en termes de nombre de jours de congé, etc. Et voilà, donc ça nous a permis de réfléchir à notre cadre de travail, tant administratif et financier, et concret, je ne sais pas comment on peut dire, que sur le fond, quoi. Le fond et les valeurs. Bah, si vous arrivez à dégager un jour par semaine, bravo. Moi, j'y arrive pas. J'aimerais bien, mais c'est pas possible encore. Justement, vous en avez brièvement parlé. C'est une question qui m'intéresse parce que j'aime bien savoir comment les collectifs fonctionnent. Si c'est pas secret, si c'est pas discret, comment vous faites justement pour répartir le résultat entre vous? Est-ce que vous fonctionnez au temps de travail? Est-ce que vous vous dites ok, on partage en deux? Enfin, c'est quoi ou un mix? C'est comment vous faites? Eh ben ouais, on se répartit vraiment 50-50. En fait, on s'est dit que peu importe comment on avait réussi à récupérer des contrats, en fait, au final, donc les parties qui nous payent, entre guillemets, en fait, vu qu'on est à 80% toutes les deux et qu'au final, on travaille le même temps, et ben même si par exemple il y en a une qui est à fond sur la prospection et que du coup elle ramène beaucoup de contrats, et ben peut-être que l'autre en fait elle va passer beaucoup de temps à faire de l'administratif ou à gérer le podcast ou je sais pas à mettre en œuvre en fait les actions pour lesquelles on a signé les contrats. Et du coup on s'est dit qu'au final on considérait que ça s'équilibrait en termes de travail fourni et que du coup, on se répartissait à 50-50 le résultat. Et donc, oui, tu as déjà dû l'expliquer, mais en fait, quand on est en collectif, on a un compte commun sur lesquels on reçoit l'argent globalement. Et à la fin de l'année,
nos accompagnateurs et accompagnatrices, ils nous demandent comment on veut les répartir sur nos comptes individuels. Voilà. Et du coup, nous, on répartit comme ça. Et après, voilà, il y a 2, 3 trucs où on se dit, ah oui, sur nos comptes individuels, on peut aussi choisir d'acheter un ordinateur ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Après, on fait notre tambouille interne, on va dire, sur euh, nos comptes personnels, Perso. pardon, Ouais, nos comptes pour individuels. savoir comment on utilise l'argent, quoi. Avant que tu complètes, Estelle, parce que je voudrais juste répondre, je ne l'ai pas expliqué parce que déjà dans Oxalis, il y a plein de collectifs différents avec des gens qui font comme vous. Nous, typiquement, on fait comme vous. On a chacun nos comptes individuels, on a le compte collectif, mais il y en a qui ont décidé d'avoir qu'un compte collectif et les salaires sont portés par les comptes collectifs. Alors ça m'étonne ce que tu me dis, Emma, sur vous passez vos frais sur vos comptes individuels. Moi, je vous encourage. Ah, je sais pas. C'est ce que j'ai compris. Moi, je vous encourage. Je sais pas si. Enfin, moi, j'ai compris ça. Je vous encourage à les passer sur le compte collectif et à ne vous servir du compte individuel que pour les salaires. Et comme ça, en plus, vous décidez du coup de quel salaire vous faites et si vous décidez de garder pour l'avenir, etc. Et ça, c'est à la discrétion de chaque personne. Moi, j'aime bien ça, parce que c'est ce qu'on fait. Mm. Estelle, tu veux rebondir? Oui, peut-être juste quand tu parlais des frais, là, Emma, elle parlait juste d'un ordi, mais d'ailleurs, l'ordi, on est en train de se dire que finalement, on allait peut-être, sur des gros frais comme ça, on allait peut-être plutôt dédier un budget par an du compte collectif, où on se dit, ben, chaque année, on a le droit de dépenser 1000 euros de matériel pour l'une ou pour l'autre en perso, plutôt que de le faire en perso. Voilà, ça, on est en train de le construire. Sinon, nos frais classiques, ils sont vraiment sur le compte collectif. Si Oui. ça vous intéresse, nous, comment on fait? Nous, tous nos frais sont portés par le collectif. Par contre, du coup, c'est là où justement, nous, on fait pas exactement comme vous. Nous, on a un analytique au sein de notre activité. On sait qui va toucher quoi. Et en fait, sur ce qui va toucher quoi, on est complètement autonome de faire nos frais personnels. Typiquement, il y en a qui ont... moi, j'ai un loyer, donc j'ai plus de frais que la plupart de mes collègues. Si j'ai envie d'acheter un ordinateur, je décide en autonomie. Mais par contre, c'est porté par le collectif. Alors pourquoi c'est important que ce soit porté par le collectif? Là, c'est une notion qui est potentiellement interne à Oxalis, mais je pense que c'est pareil chez les autres. Nous, on a une contribution coopérative à Oxalis, et cette contribution coopérative, il y a des frais justement qui passent avant la contribution et d'autres qui passent après. Et comme la contribution à Oxalis, elle passe avant la répartition sur les comptes individuels, c'est intéressant de faire porter les frais par le collectif. C'est pour ça que nous, on fait comme ça, et que tous nos frais, on les fait porter par le collectif. Par contre, nous, après, on a des enveloppes personnelles qu'on décide, dans lesquelles on décide de piocher. Ok, Et si vous voulez qu'on creuse ça ensemble en off, on pourra. très bien, ça nous intéresse. Vas-y Estelle, tu étais en train de dire autre chose justement sur la répartition du résultat. Eh ben, je sais plus. Ah oui, si. Eh ben, je voulais juste te dire que la manière dont on a choisi de se répartir le résultat et la raison pour laquelle on a choisi de le répartir comme ça, bah, pour nous, c'est une illustration et de la coopération et de ce qu'on fait avec les plantes et de l'intérêt de la diversité, en fait. Mais qui d'ailleurs, la diversité, elle génère de la coopération. Enfin, pour nous, diversité et coopération, c'est vraiment très lié et c'est ce qui fait la force d'une société ou d'un groupe ou de ça. C'est-à-dire que Emma et moi, on est très différentes. Et c'est super parce qu'en fait, on a des compétences différentes, on a des manières de voir les choses différentes. Et il y en a qui vont, enfin voilà, comme disait Emma, il y a des contrats qui vont rapporter plus, aussi d'autres qui vont rapporter moins. C'est pareil, si on se disait, si on répartissait au contrat, qu'on récupérait l'argent qu'on gagne. Enfin, par exemple, là, Emma, elle travaille pour elle fait des diagnostics biodiversité pour une association qui certifie des entreprises. Enfin, ça c'est un contrat qui rapporte pas mal, mais en fait, quand je vois ce qu'elle fait, je me dis waouh! J'admire sa compétence parce que moi, je sens que c'est pas ma zone de confort et ça rapporte plus. Et moi, je vais être par exemple, c'est pas vrai Emma parce que tu le fais beaucoup aussi, mais sur les observations des plantes, moi, je vais être à fond là-dedans et ça rapporte pas beaucoup quoi. Mais c'est sur notre aspect recherche qu'on veut développer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'en fait, notre activité était vraiment un tout qui s'appuie et ça change en fait selon le temps sur différentes compétences qu'on a qui sont comment
qui sont complémentaires, mais que donc, comme on a travaillé à équité de temps, eh bien, on se répartit le chiffre d'affaires en fonction de ça. Enfin, le résultat, pas le chiffre d'affaires, en fonction de ça. Voilà. C'est super intéressant parce qu'on voit bien la différence entre vous et nous. Vous, vous êtes comme une mini-entreprise et donc le chiffre d'affaires, il est mis dans le pot commun et après vous vous rémunérez. Nous, on est un collectif de freelance. Donc notre collectif de freelance, on verse chacun au collectif et après le reste c'est pour nous. On a une contribution interne en fait chez nous, on a une contribution interne qui sert à payer les dépenses communes et la contribution d'Oxalis, ce qui simplifie pas mal les choses quand on rentre chez nous. Mais par contre, on n'est pas dans l'objectif. Ok, on a une sorte de mini-entreprise. On est vraiment des gens qui travaillent ensemble, mais on garde chacun notre autonomie. Justement, vous êtes deux. Nous, pendant un long moment, on était deux, mais maintenant, on est trois. À deux, c'est toujours compliqué de prendre des décisions parce que si on n'est pas d'accord, on a 50-50 et donc il faut se mettre d'accord. Comment vous faites pour prendre les décisions, justement? Je sais pas si on a un processus spécial, en fait. Ouais, c'est pas facile comme question. Mm. Je crois qu'il s'est jamais produit le fait qu'on soit vraiment en désaccord total qui Mm. fait qu'on n'arrivait pas à avancer. D'ailleurs, c'était un truc si on avait dû l'anticiper au Ouais, on début, a mais dit. Mm. en fait, je crois qu'il y a des moments où on va passer pas mal de temps à discuter sur un sujet où potentiellement on va avoir des visions différentes. Mais il y a toujours plus ou moins un moment où l'avis de l'autre va nous convaincre. Alors je sais pas si c'est au final peut-être c'est qu'on peut le voir comme quelque chose où on va changer d'avis facilement ou quoi, mais au final peut-être aussi avec les valeurs qu'on a et tout, quand on sait pas aussi, on se raccroche à nos valeurs et on se raccroche à justement ce qu'on avait dit à la base pour d'une graine aux autres. Et ça, des fois, ça nous aide. Je sais pas si tu trouves ça, pas si tu penses la même chose, Estelle, mais Ouais, si, si. Et puis on essaye de se rappeler aussi, finalement, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et en fait, là, chacune fait la liste. Sur le plan financier, ça va nous rapporter zéro, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai pas envie d'y aller pour ça parce qu'en temps, on va dépenser beaucoup et en, en finance, ça va nous rapporter zéro. Ah ouais, mais moi, en fait, j'ai quand même envie je pense que ça serait bien qu'on y aille parce qu'en fait, ça va pas nous rapporter d'argent. Par contre, là, tu vois, ça va nous mettre en relation avec telle et telle personne. Et donc, du coup, ça, c'est pas mesurable, mais ça peut nous rapporter plus tard. Donc, est-ce que tu crois pas que ça vaut le coup quand même de, de, d'y aller? Et en fait, on raisonne comme ça où finalement, les décisions qu'on prend quand c'est un peu problématique, elles sont co-construites. Et en fait, ça, j'ai envie de dire qu'à deux, finalement, c'est peut-être pas si difficile que ça parce que la co-construction, elle peut se faire vite, même si on a besoin de discuter beaucoup. Voilà. Et il me semble que dans la charte, peut-être on s'était dit que si vraiment un jour on avait un problème, il faudrait qu'on demande aussi. On peut faire appel aussi à notre accompagnatrice à Oxalis parce que finalement, si on avait vraiment un gros désaccord, en tout cas, je pense que c'est ça qu'on ferait. Hein, d'avoir un regard tiers, pour le coup, une troisième personne qui n'est pas dans notre activité propre et qui pourrait nous guider. Mais du coup, souvent, voilà, comme les décisions, elles sont co-construites, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est la décision au consensus, c'est-à-dire qu'on est OK, même si ce n'était pas vraiment ça qu'on avait choisi au début, on est fine, il y en a une qui est OK finalement et qui a pu aussi peut-être faire changer un peu la décision première en fonction de la vision qu'elle avait. mm. Vous, chez l'Hydra, vous avez vraiment vu la différence quand vous êtes passé de 2 à 3? Pas encore parce que Daniel, même s'il nous a rejoint, il travaille beaucoup en fait pour un seul client, donc il est encore assez peu impliqué dans les décisions enfin, si il est impliqué dans les décisions du collectif, mais on parle moins souvent avec lui que Thomas et moi. Mais de toute façon, quand on est deux, Thomas et moi, on a été longtemps, puis là, on crée une société à côté tous les deux. C'est vrai qu'on a obligation de discuter, ne serait-ce que pour se mettre d'accord, et puis parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. C'est important d'échanger. Et puis, on n'est pas tous au même niveau de compréhension des sujets. Typiquement, moi, je sais que je suis très avancé. En tout cas, je me renseigne beaucoup sur l'indépendance financière et tout ce qui est en rapport avec le financier. Thomas, c'est moins le cas. Lui, c'est plus le commercial plus traditionnel. Et donc, du coup, on discute beaucoup et puis on se fait avancer pour mûrir la réflexion.
Mais je voudrais passer justement au sujet commercial. Euh, c'est quoi finalement la topologie de vos clients? Puisqu'on n'en a pas parlé. Comment est-ce que vous les trouvez? Et comment est-ce que vous faites votre prospection? Et là, je vais laisser la parole à Estelle. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge parce que parce qu'au fur et à mesure que tu posais ta question, je voyais ah bah je pourrais répondre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis c'est un peu plein de diversité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment on alors en fait, je crois qu'on n'a pas qu'une seule méthode de travail. En fait, on apprend à faire du commercial en même temps qu'on le fait parce qu'on ne vient pas du tout de ces milieux-là. Mais quand on entend notre accompagnatrice commerciale, là, Séverine, finalement, on se retrouve dans ce qu'elle dit. On se dit, ah, ok, on fonctionne comme ça, même si on ne le savait pas. Comment on fait pour trouver des clients? Au début, on essaye de parler de ce qu'on fait de manière de manière diffuse, c'est-à-dire par exemple via les réseaux sociaux ou en envoyant une newsletter, des choses comme ça. Là, je pense, Emma, tu vas me dire, je pense pas qu'on soit très très bonne et je pense pas que ce soit ça qui nous rapporte des clients. Par contre, je pense que notre le gros apport de clients, c'est vraiment la relation, soit parce que c'était des gens qu'on connaissait avant, ils savent qu'on fait ça, ils nous demandent un truc, on rentre dans un collectif, par exemple un collectif de projet, les gens ils voient ce qu'ils font, ils nous disent ah tiens c'est cool ça, j'ai besoin de ça, vous pourriez me faire ça, ta. Donc un peu effet pas boule de neige mais saut de mouton, voilà. On appelle aussi des gens, notamment sur la prospection pour notre travail de recherche. Là on est en train de chercher des clients potentiels qui voudraient qu'on leur sélectionne des lentilles. En fait, on s'appuie sur un réseau breton d'entreprises bio, parce que oui, on est basé en Bretagne, à côté de Rennes. Et en fait, on va appeler des gens qui travaillent avec la lentille et on va leur demander s'ils veulent qu'on leur raconte ce qu'on fait. En fait, on fait de la prospection un peu classique, mais sur des clients ciblés où on sait que juste, on veut leur décrire ce qu'on fait, écouter leurs besoins, voir si ça fonctionne. Et en fait, on fait pas mal de choses comme ça. Et après, oui, dans le réseau un peu du monde des semences paysannes, bouche à oreille. Je sais pas, ouais. Emma, tu veux compléter parce que j'oublie sûrement certaines choses. Sur le commercial, après, tu peux peut-être parler des clients aussi. Ah oui, des types de clients, ouais. Mais oui, juste pour compléter ce que tu disais sur la question de la relation, ouais, c'est beaucoup le réseau, les réseaux dans lesquels on était avant avec notre ancien métier. Et là, j'allais dire, moi, ma première idée, c'est surtout Estelle. Enfin, justement, quand on se complète pas mal, Estelle, elle a beaucoup cette capacité de relation, d'interagir, de garder le lien. Et en fait, moi, ce que j'ai compris du commercial, c'est aussi beaucoup ça de beaucoup échanger, de penser aux gens avec qui on a interagi pour leur dire ah au fait on fait ça ou peu importe ou de donner des nouvelles. Voilà. Et du coup là dans les compétences c'est plutôt Estelle qui a ça. Et du coup pour les types de clients ouais, ça c'est aussi un sujet effectivement au début quand même quand on est parti de nos réseaux, on pensait pas mal aux agriculteurs et notamment aux groupes, aux associations qui rassemblent des agriculteurs, notamment pour travailler sur des questions techniques. Et on s'était dit, ah bah en fait, on va les contacter et leur proposer des formations, notamment, donc plutôt des choses one shot sur le court terme. Et finalement, on s'est rendu compte que ça marchait pas si bien. Il y avait peu de demandes de formation. Et pour la partie sélection, de même, en fait, on s'est rendu compte que vu ce que ça nous coûte le travail de sélection, eh ben les tarifs, ils auraient pas du tout été des tarifs qu'on aurait pu proposer à des agriculteurs. Donc quand même nos profils de clients, ils ont évolué par rapport à ce qu'on imaginait au début et ce que c'est maintenant. Et du coup maintenant, surtout pour la sélection, on vise plutôt des entreprises un peu plus grosses, mais et du coup un peu plus aussi vers la VAL, c'est-à-dire plutôt vers la transformation. Mais en fait, c'est aussi des personnes qui sont à des points clés, on va dire,
des filières alimentaires. Et en fait, c'est ces personnes-là plutôt qui peuvent mobiliser les agriculteurs qui sont qui leur vendent des produits du coup. Et c'est plutôt comme ça là que ça a fonctionné jusqu'à il y a quelques temps. Et notamment, par exemple, une structure qui fait des flocons d'avoine et qui les utilise pour faire des céréales de petit déjeuner. Et, euh, et donc cette structure-là, forcément, elle achète ses flocons d'avoine, donc elle va aller voir ses, mince, je trouve plus le mot, mais en gros, Les les personnes fournisseurs. qui donnaient ces flocons, ses fournisseurs, merci. Et elle va dire, voilà, on a un projet, est-ce que vous voulez vous mettre dans ce projet-là? Et ça fonctionne comme ça pour reboucler la boucle, en gros. Voilà. Et ouais, non, c'est tout, pardon. Et après, on a aussi un peu des collectivités. Là, on a un contrat avec Rennes Métropole pour travailler sur la biodiversité. Mais ça, c'était toi, Emma, c'était enfin, c'était une relation en fait qui a permis ça, qui a permis de découvrir nos compétences. Et ils avaient besoin de ces compétences-là. Et voilà. Et puis bouche à oreille pour des plus petites structures. Au fait, on fait pas mal de choses. Enfin, en ce moment, je fais pas mal de ça. C'est pour ça que je dis ça. Euh, des animations sur une demi-journée pour de l'enseignement ou des associations. Ça paye pas beaucoup, mais ça répond quand même à notre valeur de transmission, de parler à tout le monde. Et on fait un prix qui est coûtant, mais ça rentre dans nos valeurs et ça, c'est pas mal le bouche à oreille pour des associations et de l'enseignement. Intéressant. Je reviens sur le flocon d'avoine, c'est très sous-coté, je trouve. Alors moi, ça fait longtemps que je mange des céréales à base de flocons d'avoine parce que j'adore les céréales crunchy, vous savez, le granola. Et j'ai découvert vraiment ce qu'on pouvait faire avec le flocon d'avoine petit à petit. Et maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Typiquement, bon, j'essaie de faire mes granolas. Par manque de temps, je le fais pas tout le temps, mais je fais mes crackers au flocon d'avoine. Ma compagne, elle fait des cookies au flocon d'avoine. On peut faire du pain avec du flocon d'avoine. On peut faire du porridge. Enfin, des tonnes de trucs. C'est vraiment sous-côté le flocon d'avoine. C'est abusé comme c'est bien. En plus, c'est tellement pas cher. Donc, Ouais. mange du Ouais. flocon d'avoine si tu nous écoutes. C'est vraiment très bon en plus. Et même de Et en l'avoine plus, tout court. Vas-y, Emma. pardon, c'est considéré comme, alors je crois qu'en France légalement on n'a pas le droit d'appeler ça comme ça, mais en Angleterre ils appellent ça un super aliment parce que ça limite énormément le cholestérol. Enfin ouais, c'est aussi hyper bon pour la santé quoi, comme truc. Mm. Et le porridge, pareil, c'est sous-coté mais c'est génial. Surtout le porridge que tu prépares la veille, que tu laisses macérer Mm, fermenté. et que tu fais pas le matin chaud. C'est vraiment super bien. Oui, et puis les barres de céréales au flocon d'avoine, Ah donc on ouais. peut faire nous-mêmes aussi. C'est abusé. On va Mm. commencer justement à en faire nous-mêmes. Bon, trop stylé. C'est dommage Alors, quand même oui, qu'avec la visio, on puisse pas goûter des trucs, quoi. Parce qu'en euh, fait, Mm. oui, c'est vrai. Peut-être qu'un jour, je préparerai des trucs à faire déguster à la coopérative en AG, mais pour l'instant, je manque un peu de temps. On va parler toujours commercial, mais podcast cette fois-ci. Vous avez lancé un podcast et qu'est-ce qui justement vous a poussé à le faire et pourquoi vous avez choisi de faire un podcast et pas des vidéos ou des textes sur les réseaux sociaux. Enfin, pourquoi ce média-là? eh ben, peut-être la première réponse, c'est parce que on écoute toutes les deux pas mal de podcasts. Et on s'est dit, tiens, mais en fait, ça serait un super média. Voilà, pour les gens, enfin, qui ont cet aspect auditif, quoi. Enfin, qui apprennent en écoutant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que par rapport à du texte, enfin, moi, je suis quelqu'un beaucoup plus de l'oral que de l'écrit. Euh, donc, du coup, ce format me parle pas mal. Et en fait, dès que je vais quelque part ou que je fais autre chose, enfin, que je fais quelque chose de mes mains où j'ai pas besoin d'une attention intellectuelle forte, j'aime écouter les podcasts parce que je trouve que ça donne une autre dimension à ce que je suis en train de faire. Par exemple, en voiture, en faisant de la cuisine, en faisant le ménage, en prenant ma douche. Alors, des fois, j'aime bien aussi le silence, mais c'est vrai que ce format-là, c'était vraiment chouette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voulait... Enfin, oui, c'était plutôt sur la forme ou ta question ou aussi sur qu'est-ce qu'on met dans ce podcast. Non, non, c'est vraiment le pourquoi vous avez lancé un podcast. On va, je pense pas aborder la forme du podcast dans Ouais, cette ok, vidéo puisqu'on est déjà à 1 heure et j'ai encore plein de c'est ça. questions. Mais plutôt le Bah, vas-y, pourquoi Emma. d'un podcast. Ouais. Donc, bah, en tout cas, sur la Ouais, forme, voilà. Et Emma, je te laisse compléter. carrément. Oui, juste aussi,
un des gros questionnements qu'on a souvent dans nos milieux un peu militants, c'est comment on sort de notre milieu et comment on parle à un plus grand nombre. Et nous, on fait un tout petit peu de sensibilisation vraiment très grand public, mais au final, c'est une petite part de notre activité. Mais en même temps, on avait une énorme envie de transmettre tout ce qu'on avait appris dans les projets de recherche et tout. On était là, mais en fait, c'est ouf tout ce qui se passe, c'est génial, mais c'est beaucoup quand même entre pros. Et du coup, on avait vraiment envie de pouvoir en parler au grand public et que ça continue d'être connu, parce que bon, les semences paysannes, ça commence à être connu, mais voilà. Et donc, le podcast, ça nous paraissait un bon moyen de toucher des personnes qui étaient loin de nous, potentiellement partout dans le monde, on peut écouter des podcasts, et des personnes qui s'intéressent au sujet écolo, on va dire, mais qui connaissent pas trop tout ça. Et du coup, ça nous paraissait être un bon podcast. Enfin, comme disait Estelle, moi, je me suis sensibilisée sur des sujets qui étaient hyper loin de moi via le podcast. Du coup, voilà, on s'est dit que c'était peut-être un bon médium pour parler de ce sujet-là. Vous l'avez lancé il y a combien de temps ce podcast? Premier épisode, octobre 2022. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi. Ça fait un peu plus d'1 an et demi et j'imagine que vous avez constaté comme moi que la diffusion c'est quand même compliqué d'un podcast parce qu'il n'y a pas une découvrabilité, donc le faire découvrir c'est long. Donc moi je vous encourage, maintenant que vous utilisez Riverside, je le sais, qui est la plateforme qu'on utilise pour faire tous nos podcasts, de envisager de faire des podcasts vidéo sur YouTube parce que là il y a la découvrabilité qui est assez forte et moi j'ai constaté que honnêtement je fais pratiquement autant de vues sur YouTube que d'écoutes sur mon podcast, ce qui fait qu'on a l'impression que j'ai une petite chaîne et un petit podcast. Enfin tout est relatif par rapport à la taille des podcasts, hein, mais les deux accumulés font que finalement l'audience est vraiment divisée et je sais qu'il y a des gens qui me suivent vraiment sur un format et d'autres qui me suivent sur un autre, mais du coup ça permet de de se démarquer et puis de se faire découvrir surtout parce que les réseaux sociaux ça suffit pas forcément. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous y avez pensé à ça. Je sais que j'en avais parlé. On n'a pas pris le temps de se poser dessus pour se dire qu'on allait peut-être faire évoluer notre format pour le moment, mais on a bien noté ta proposition. Et d'ailleurs, quand tu parles de Riverside qu'on utilise, c'est encore un exemple de coopération puisque c'est un outil que nous utilisons grâce à toi et au groupe podcast de la coopérative Oxalis. Tout à fait. Je vais parler de ce groupe podcast, mais avant j'ai encore 2 questions. Dans votre stratégie commerciale et marketing, il a quelle place ce podcast-là? Est-ce qu'il a une place déjà? Et si oui, quelle place il a? C'est peu, je crois. Ouais, c'est en tout cas nous on l'a pas vu, enfin on l'a un tout petit peu vu comme un moyen de se faire connaître et donc un peu de vendre, mais au final quand même assez peu. C'est plus en plus comme on vise à la fois des professionnels et du grand public. Avec le grand public, on n'a vraiment pas d'objectif de vendre quelque chose. Par contre, on dit toujours que à la fin du podcast, on dit toujours qu'ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, et que du coup, ça permet quand même de nous faire connaître. Mais c'est tout. Et puis, du coup, on propose aussi aux gens de nous soutenir, mais financièrement, mais spécifiquement pour le podcast, pas en général pour notre activité. Du coup, ça nous permet en gros de rembourser nos frais liés au podcast annuel, quoi. Mais c'est tout pour l'instant. Voilà, Estelle, si tu veux compléter la vision qu'on avait par rapport à ça, mais ouais. Moi, je crois que tu as bien résumé la situation. Voilà. Ouais. On n'a pas de... Ouais. Moi, il y a pas de gens qui... Pardon, vas-y. Non, tout le temps qu'on passe à faire le podcast, il est sur notre temps de travail, mais c'est vrai qu'on n'a pas de financement pour ça. En gros, c'est notre côté un peu militant. Voilà. C'est le côté militant dont on veut un peu sortir, mais où on est quand même encore un peu dedans et on se dit que on a quand même des choses à donner gratuitement. Voilà. Pour le moment, c'est ça. C'est un peu pareil pour nous. Pour l'instant, cette activité-là, elle n'est pas rentable, même si elle nous apporte des prospects et des clients. Alors, vous avez dit que les gens pouvaient vous soutenir. Alors, c'est assez étonnant parce que moi, j'ai remarqué
étonnamment que dans mon audience sur ma chaîne et mon podcast principal, qui sont des gens de la tech qui ont de très grands moyens, ne nous le cachons pas, c'est des gens qui sont payés plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, les dons, ça marche pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, j'ai peut-être 1 ou 3 donateurs par an, à hauteur de 200 euros par an. Donc, est-ce que vous, ça marche mieux? Est-ce qu'il y a, à votre avis, une culture du don un peu plus importante chez vos auditeurs et auditrices? Ben non, ça nous a toujours permis de couvrir nos frais, c'est-à-dire en gros, rembourser la plateforme, des choses comme ça. Mais en fait, c'était aussi très peu de gens et qui avaient plutôt tendance à faire des dons, comme tu disais, à autour d'une centaine ou de 200 euros. Donc, je sais pas. Pourtant, peut-être que je pense quand même qu'il y a un peu plus de culture au moins de l'associatif et du don dans les milieux dans lesquels on évolue. Mais après, je pense que aussi, on a changé de plateforme. Des fois, on mettait pas toujours les liens. Enfin, on n'est peut-être pas non plus hyper efficace pour euh, enfin, mettre en avant notre lien pour faire des dons. Voilà, il y a aussi peut-être ça. Justement, j'ai vu que vous aviez pas de site internet. Mm. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un état de fait? Parce que moi, c'est que j'ai un site internet pour les compagnons et j'envoie en fait les gens sur le site internet. Et là, si je change de lien, c'est pas un problème pour moi. Mm. C'est quoi le... pas- Du coup, je m'étonne. Mais je sais que c'est pas nécessaire. Mais est-ce que ça vous gêne de pas avoir de site internet ou pas? Ça On rien. y pense Mhm. à en avoir un. En fait, au début, c'était vraiment un choix de pas le faire parce que on s'était dit, on a quand même notre réseau, on va surtout communiquer de personne à personne, en gros, sur l'activité. Et puis, ouais, voilà, on s'était dit oui aussi avec les réseaux sociaux, LinkedIn, pour qu'on pouvait s'en sortir. Euh, et puis juste, on utilisait un petit peu pour le podcast la page qui est proposée là par Ocha, donc la plateforme qui diffuse notre podcast, pour justement parler du podcast. Donc ça nous suffisait. Mhm. Mais effectivement, là, on voit quand même que ça pourrait nous servir d'avoir un site, notamment pour un peu rassembler toutes nos offres. Parce que vu qu'on travaille sur la diversité, notre offre, elle est hyper diversifiée aussi. Et du coup, de pouvoir un peu expliquer tout ça sur un site, quand même, on voit là l'utilité. Mais voilà, au début, c'était vraiment un choix aussi de pas prioriser ce temps-là Et puis on là-dessus. savait pas ce qu'on allait vendre. En vrai, quand on a Mm. commencé notre activité, on avait plein d'idées et en fait, on savait pas trop. Et moi, je me rappelle, il y avait un entrepreneur d'une autre coopérative qui m'avait dit, franchement, pendant les 2 premières années, surtout ne fais pas de site parce que tu vas avoir plein d'idées, tu vas essayer plein de trucs et en fait, par rapport à tes idées premières, au bout de 2 ans, tu vas voir qu'en fonction des clients que tu vas avoir, du marché, tout ça, ça va se construire. Mais en fait, au bout de 2 ans, tu vas pas du tout faire ce que tu imaginais au début. Donc surtout, ne t'embête pas à faire un site au début. Mais là, en fait, on commence à avoir un truc un peu stabilisé et à réussir, je sais pas, moi j'y arrive pas, tu y arrives sûrement beaucoup mieux que moi Emma, mais on arrive un petit peu à synthétiser, à polariser la diversité de nos activités pour la présenter et donc ça devient un peu plus audible. Voilà, donc je pense que oui, on mériterait d'avoir un site. Non, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que j'ai été surpris parce que je me suis dit, en voyant la signature des mails d'Emma, je vais cliquer sur la signature du mail et puis je suis tombé sur une page LinkedIn. Je me suis dit, ah tiens, c'est pas forcément très courant, donc je m'étais posé la question. Alors justement, j'en ai parlé au début de la vidéo. Cette vidéo et ce podcast, il vient du fait qu'on a lancé au sein d'Oxalis il y a 6 mois un petit groupe informel de podcasteurs et podcasteuses. Euh, Justement, je vous propose qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Comment vous le vivez, ce petit groupe informel? Juste pour préciser un peu, c'est un petit groupe qu'on a lancé il y a 6 mois. On se réunit tous les mois. Ouais, c'est ça, tous les mois. Pour 1 heure et demie. On discute et on tente de faire des trucs. Emma, peut-être parce que c'est toi que j'ai vu en premier pratiquement. J'ai beaucoup discuté avec toi. Si tu veux bien répondre. Ouais. Et ben,
Déjà, ça nous apporte de connaître des nouveaux et des nouvelles entrepreneurs dans Oxalis, puisque déjà, comme on est une structure qui est nationale, on connaît vraiment pas tout le monde. Et du coup, ça nous a permis de te rencontrer, puis surtout aussi de rencontrer Claire, enfin, voilà, et d'autres personnes. Donc ça, on est toujours hyper contente de rencontrer du monde qui est dans Oxalis. Et puis, on a trouvé ça hyper chouette de pouvoir échanger avec des personnes qui du coup se sont posées ou se posent actuellement les mêmes questions techniques que nous potentiellement. Et donc même si c'est pas forcément le sujet principal pour l'instant du groupe, ben c'est trop chouette de se dire ah oui alors toi t'as fait comment pour la qualité de ton son, toi t'as fait comment pour tes micros, enfin voilà c'est des questions qu'on se pose assez souvent quand même quand on fait du podcast. Et puis ouais de un peu d'avoir des retours de méthodos tout ça. On a aussi parlé de d'échange de matériel. Enfin oui je trouve que ça assoit un peu, pas vraiment la légitimité, mais c'est rassurant en fait de se retrouver autour d'un sujet qui finalement le podcast c'est vraiment en gros développement. Mais par exemple au sein de Doxalis, on se rend compte qu'on n'est pas si nombreuses à en faire. Du coup, je trouve ça rassurant de discuter avec des gens qui le font et de voir aussi quels sont nos objectifs. Est-ce qu'ils sont communs ou pas? Voilà, moi ça me plaît vraiment beaucoup de d'échanger là-dessus. Et justement, sur les questions matérielles, on s'est posé la question de, ben, est-ce qu'on peut pas mutualiser des choses? Est-ce qu'on peut pas aussi se vendre des choses quand il y a des gens qui changent de matériel, tout ça? Et donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Vous l'avez dit, on partage Riverside, mais on partage aussi on partage ou on va partager d'autres outils. Et ouais, du coup, d'un point de vue aussi rien que financier, il y a un intérêt assez important à ce groupe, quoi. Et Estelle, toi, c'est quoi ton retour? Et ben moi, mon retour, donc j'ai fait beaucoup moins de rencontres que Emma, mais je crois que ce qui me plaît beaucoup, voilà, c'est l'échange de pratiques. Euh, c'est c'est puissant au niveau de la coopération, quoi. Et ouais, parce qu'en fait, finalement, moi, au début, quand j'écoutais des podcasts, je croyais que tous les gens qui faisaient ça, enfin, c'était vraiment des pros du son, tout ça. Et en fait, finalement, je me dis, ah, mais et moi, j'avais cette idée de faire un podcast. C'est né pendant le Covid. Et puis finalement, quand je disais ça à Emma, elle m'a dit, ah ouais, ce serait trop bien. Et heureusement qu'elle était là, parce que toute seule, j'aurais pas réussi, parce qu'Emma, elle a cette capacité à se dire, à faire. Ah, j'ai une idée, je vais aller chercher comment ça marche et tout. Et heureusement que tu m'as entraînée là-dedans, Emma, parce que toute seule, j'aurais patiné encore pendant longtemps. Et en fait, voilà, on bidouille au début, on bidouille. Et en fait, on se rend compte qu'à force de bidouiller, on fait des trucs pas trop mal. Et en fait, quand on échange avec d'autres, ben, on se rend compte que ce qu'on fait, finalement, c'est pas tant de la bidouille que ça. C'est qu'on acquiert des compétences. Et voilà, donc c'est un côté rassurant. Et puis un côté, enfin, pas innovant, mais pour soi-même, c'est-à-dire, ou apprenant plutôt. Et ça, c'est vraiment précieux. C'est bien ce terme bidouillé que tu utilises parce que c'est vraiment ça. Pour la petite histoire, moi j'ai fait Lyon Startup, j'ai été sélectionné à Lyon Startup l'an dernier. Lyon Startup, c'est soutenu par la métropole de Lyon pour lancer des startups. Donc ils sélectionnent une centaine de candidates et candidats par promo. Il y a 2 promos par an et en fait, en gros, c'est des cours. On t'apprend à créer une entreprise. Il y avait une personne qui parlait justement de communication et de marketing. Et à un moment donné, elle a dit un truc qui m'a choqué, qui m'a interpellé aussi. Ça m'a choqué sur le coup. Elle a dit, pour faire des podcasts, c'est pas forcément le truc le mieux parce qu'il faut être suroutillé, il faut avoir un, un habillage sonore très important. Je pense qu'elle pensait aux podcasts hyper professionnels, type émission de podcast produit par les grands médias. Mais je pense qu'elle a jamais écouté des podcasts comme les nôtres, des podcasts qui sont autoproduits. Et il y en a des tonnes, des petits podcasteurs et podcastrices. Et c'est vraiment ça, c'est la débrouille. Moi, j'ai commencé, j'avais un micro, j'ai acheté ce micro-là, et puis c'est tout, quoi. Je suis parti avec ça. On peut même commencer avec un smartphone si on veut. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent il faut être suroutillé pour faire des podcasts. Commencez avec un smartphone et des écouteurs. Par contre, ça, c'est important, des écouteurs filaires si vous êtes sur smartphone. Et puis, allez-y, lancez-vous. Faut faire. Ça vient avec le temps. Carrément. Nous, on n'a pas un super micro comme toi, on a un Zoom baladeur
mais qui en fait, on se rend compte que, ben oui, quand on l'utilise, la qualité est quand même déjà super chouette, quoi. Ah bah ouais, c'est clairement. Mm. Bah moi j'ai acheté ce micro là en 2016 à peu près. Donc il est quand même vieux, hein, 8 ans. Mais il est encore très bon, il pourra encore tenir je pense encore 10 ans. J'envisage de le changer pour un micro qui inclut de l'USB parce que c'est ce qu'on appelle un micro XLR là, c'est l'alimentation est là. Et je voudrais un micro USB et XLR, lui il ne fait pas les deux. Donc j'envisage de le changer pour un micro comme ça. Mais pas parce qu'il marche pas, donc je sais pas ce que je vais en faire de celui-là. Probablement je vais le vendre en interne. Voilà. Bonne idée. Exactement. Justement. Donc cette vidéo et le podcast que vous avez fait, puisque vous m'avez interviewé, c'est une sortie croisée. Donc moi je t'encourage, si tu suis cette vidéo et si tu me suis sur les réseaux sociaux, à aller écouter le podcast où c'était moi qui étais passé aux grilles et c'est Estelle et Emma qui posaient les questions. Et n'hésite pas en tout cas à nous dire ce que tu as pensé de cette interview dans l'espace commentaire. Et moi je vais vous laisser, avant de me donner le mot de la fin, me dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Ah, où c'est qu'on peut nous retrouver? Ouais. Eh bien, on peut nous trouver sur LinkedIn. On a notre page d'une graine aux autres et on a aussi nos pages perso. Voilà. Et sur la partie réseaux sociaux plus grand public et plutôt axé podcast, Emma. On a une page Facebook et Instagram. Et là, du coup, on s'appelle Cultiver la biodiversité parce que c'est le nom de notre podcast. Donc, c'est Cultiver EZ, la biodiversité, point d'exclamation. Et du coup, pour le podcast, en fait, on nous retrouve sur toutes les plateformes de podcast, enfin sur votre plateforme de podcast. En gros, c'est pas un podcast audio, mais donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres plateformes, on nous retrouve là-dessus, sous le nom Cultiver la biodiversité, du coup. Et je vous demanderai les liens Facebook, Instagram, etc. Je les mettrai en description justement. Et bah moi, je vais vous laisser le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas de la discussion et puis surtout de la proposition parce que ça vient de vous de faire un podcast et une discussion croisée. C'était super intéressant. Les 2 épisodes étaient vraiment super intéressants. Estelle, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Après, tu passeras à Emma et puis on se dira au revoir. Eh ben oui, merci. Tout à l'heure, je disais que ce qu'on faisait, c'était... Enfin, la coopération, c'était ce qu'on faisait aussi. Enfin, la coopération dans la coopérative, c'était un peu la même chose que ce qu'on faisait avec les plantes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, nous, on fait des mélanges de plantes parce qu'elles ont chacune quelque chose à apporter au sein d'une population globale. Et donc, je suis très contente de l'avoir fait avec toi sur l'aspect podcast. Merci beaucoup, Christophe. Vive la coopération. Oui. C'est ça ton mot de la fin, Emma, ou tu veux en dire plus? Oui, non, je crois que c'est un peu la globalité. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi pouvoir t'interroger sur le libre et tout. La diversité, c'est la résilience et c'est aussi l'apprentissage. Et ouais, j'ai appris beaucoup pendant ces 2 épisodes, donc merci. Bon, bah parfait. Et bah merci à vous deux. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.